Bon, ils ne sont pas tous venus, hein, il y en a d'autres dans la salle. Alors, l'EPI, quand même un petit point sur l'origine de la journée. Sans doute, certains ont entendu parler que l'année dernière, au meilleur moment, est paru ce livre formidable, n'est-ce pas, écrit par l'équipe de l'EPI. Voilà. Il y a des exemplaires qui sont disponibles, hein. Et on pourra venir me voir, je pourrais les vendre sous le manteau à un tarif préférentiel. Alors, ça, c'était la page de publicité. L'autre chose, c'est que, voilà, avait été imaginé de faire une journée autour de l'EPI. Et puis, voilà, on s'est dit non, on va justement, l'intérêt, c'est de pouvoir partager, hein, c'est de pouvoir partager l'expérience et donc de confronter ce travail, le travail de l'équipe de l'EPI, qui n'est plus du tout la même que celle du livre d'ailleurs, hein, puisqu'il y a eu beaucoup de changements, avec ceux d'autres équipes. Et donc, l'EPI est revenu quand même. Hein. Et donc, voilà, Lydia Schenker va être la modératrice. Et vous, voilà, je ne sais plus dans quel ordre vous intervenez, mais c'est à vous. Oui. Attends. Je suis ravie d'avoir été invitée par cette équipe qui fonctionne, enfin qui s'interroge, et parce que j'ai travaillé toute ma vie à mi-temps dans des institutions comme celle de Montpellier, qui m'a ravie aussi par le témoignage du travail qui continue, puisque j'ai terminé il y a 2 ans un petit peu ma carrière, entre guillemets, institutionnelle, assez déprimée, à me dire que ça n'existe plus, et que, voilà. Et je m'aperçois que ces îlots, comme on m'avait dit il y a quelque temps, quand j'étais intervenue à la fin de mes interventions dans le médico-social, là, à la sauvegarde de l'adolescence, oui, ça existe encore. Malgré tout, ce travail que j'ai connu dans les années 80-90, où j'avais rencontré Jean-Michel Carbunard, puisque je venais du Nord à Paris, en étant passée par Montpellier, c'est assez bizarre. Et voilà, et ces institutions que j'ai connues, j'ai commencé avec la mise en place d'un hôpital de jour à Montpellier, à Lille. Et puis, je suis arrivée dans des IMPRO, IME, IMP. Je travaillais avec Geneviève Hague, où il y avait cette diversité des références, dont on va parler peut-être aussi, et de ce qui se passe dans une institution et comment elle se structure pour porter ces enfants, effectivement, qui sont de plus en plus difficiles et mal accueillis. Il y a toutes les questions politiques. Donc, et je me dis, ça existe encore des gens qui ont le courage de supporter et d'interroger le transfert. Voilà. Et de s'interroger eux-mêmes dans leur positionnement. Voilà, bon, j'arrête là, puis je vous donne la parole. Je ne sais pas ce que je vous renverrai. Bonjour, alors moi je suis Marie Trastour, je suis psychothérapeute, psychanalyste à l'EPI. L'équipe de l'EPI a écrit un livre qui s'appelle « Le quotidien d'un hôpital de jour pour enfants, souffrance psychique et soins institutionnels ». Un livre pour transmettre sa conception du soin psychique, dans lequel chaque professionnel parle de sa façon de rencontrer les enfants au sein de l'hôpital de jour. Chaque voix compte comme étant singulière et en même temps une partie d'un tout institutionnel qui porte les enfants. Alternent des moments où on a l'impression d'une seule voix et d'autres moments où, heureusement, des nuances, des variations créent la surprise. Ce livre était incarné par des personnes investies dans l'EPI depuis longtemps. L'idée était de transmettre quelque chose sans que cela se transforme en épitaphe. Or, la sortie du livre en 2020 coïncidait avec plusieurs départs de ces professionnels en quelque sorte historiques. Certains départs prévus, anticipés, d'autres qui nous ont surpris. Cela a donc été une période de fragilité, de discontinuité pour l'EPI. On s'est alors posé la question de la permanence de nos fonctions. Des professionnels occupant chacun une fonction quittent l'EPI. Parfois, un nouveau professionnel prend rapidement la suite. D'autres fois, sa place est prise temporairement par quelqu'un qui n'est pas voué à rester, comme un intérimaire.
ou alors sa place reste vacante un long moment. Dans cette configuration où l'institution semble trouée, qu'en est-il de la fonction de chacun ? Qu'est-ce qui constitue malgré tout la permanence de la fonction soignante de l'hôpital de jour ? Et qu'est-ce qui achoppe et ne nous permet pas de maintenir une permanence aussi enveloppante et créatrice que d'habitude ? Alors, du point de vue de ma place de psychothérapeute psychanalyste qui propose des thérapies individuelles au sein de l'EPI, nous sommes 2 à occuper cette place, mon collègue Grégory Penet et moi. Comment faisons-nous partie de cette permanence soignante au sein de l'EPI ? Les psychothérapies ont une place assurée dans le dispositif. Elles sont dans la tête des autres soignants qui sont avec les enfants toute la semaine. Donc elles ont une forme de permanence déjà par ce biais-là. Pouvoir proposer 2 séances par semaine pour chaque enfant en dit long sur le projet institutionnel et la valeur qui leur est donnée. Cela amène de la permanence pour les enfants. C'est comme pour un tissu, plus les mailles sont serrées, plus le tissu est solide. Pouvoir se voir 2 fois par semaine, ça apporte bien sûr de la densité et de la continuité au processus thérapeutique. Si pour une raison ou une autre, une séance n'a pas lieu, ce sera pensé et repris par l'équipe auprès de l'enfant. Mais ce qui me vient le plus quand je pense à la permanence de la psychothérapie individuelle, c'est paradoxalement tout ce qui s'est tramé autour de la thérapie d'un enfant qui, justement, ne venait pas à ces séances. Il ne venait pas à ces séances et pourtant, quelque chose de sa thérapie était au travail, sans que ce travail puisse se faire dans des séances. Il ne venait pas et pourtant il savait qu'il était attendu et que ces séances avaient leur place au sein de son projet de soins, dans la tête de sa thérapeute et dans la tête des autres soignants. Nous pouvions penser ses difficultés à venir, travailler avec lui cette question. Un moment très important pour moi a été de réaliser qu'il disait par ailleurs beaucoup de choses très intéressantes dans ses séances avec sa psychomotricienne, séances auxquelles il continuait à aller sans difficulté. J'ai été traversée par plusieurs mouvements. D'abord, sa psychomotricienne, plus ancienne que moi dans l'équipe, représentait sans doute un ancrage auquel se raccrocher dans une période où il devait faire face à de nombreux départs coûteux pour lui et faisant en plus écho à des vécus d'abandon dans son histoire familiale. Ensuite, pouvoir travailler assez sereinement avec sa psychomotricienne et beaucoup moins avec moi m'a fait vivre des mouvements de rivalité importants. J'ai mis un peu de temps à prendre conscience de cette rivalité et à la comprendre comme un élément de travail intéressant, qui parlait aussi d'une forme de rivalité entre moi et son ancien thérapeute en CMPP, dont le travail s'était arrêté pendant le confinement sans qu'un au revoir soit possible. Une fois ce ressenti de rivalité accepté et élaboré autant que possible, j'ai pu voir les choses sous un autre angle. Peut-être que quelque chose de sa thérapie, de sa psychothérapie individuelle, existait malgré tout dans les autres lieux de l'EPI. Du psychothérapeutique circulait et se travaillait en dehors des séances, tout en restant en dedans de l'EPI. Peut-on imaginer qu'un enfant en psychothérapie au sein de l'hôpital de jour transporte en lui quelque chose de ce psychothérapeutique-là dans les autres espaces et dans ses autres liens au sein de l'institution? La thérapie existerait, là, serait à l'œuvre autrement. Bonjour, Laura Fouché, psychomotricienne. L'hôpital de jour, comme toute institution, est un lieu de passage, de rencontre et de séparation. Départ d'enfants, mais aussi départ d'adultes, anticipés ou non. Autant de mouvements qui rythment la vie institutionnelle. Mais comment font ceux qui restent pour faire avec ces trous ? Quand la permanence est assurée par un tuilage, une cohabitation, le lien existe, il est palpable. La fonction de psychomotricien a été occupée à l'EPI pendant 20 ans par mon prédécesseur. J'ai donc vécu un passage du statut de stagiaire à celui de professionnel dans la même institution. Une vraie richesse permettant la transmission, l'héritage théorico-clinique et l'intégration dans l'équipe. Une difficulté aussi.
Il a fallu réinventer la fonction avec son bagage théorique propre, ses sensibilités et sa personnalité. Poursuivre des ateliers, en proposer de nouveaux et garder une créativité au sein de chacun d'entre eux. Bref, faire sa place. Parler de la permanence de la fonction pour un professionnel à mi-temps, c'est élaborer un travail autour de la présence et de l'absence. C'est travailler avec le manque, avec les trous. Pour les enfants, la permanence de certaines fonctions est assurée par la rythmicité de leurs emplois du temps, entre séances individuelles et groupes thérapeutiques, qui reviennent de façon hebdomadaire, cyclique. Pour la fonction de psychomotricienne que j'occupe, ce sont également les groupes en cothérapie avec les collègues et qui sont très repérés par les enfants. Le mardi, la piscine avec les plus jeunes, le jeudi, le groupe escalade avec les grands. Ces ateliers, comme les autres temps de soins, rythment la vie institutionnelle. Nous voulons alors ritualiser ce qui est possible comme réassurance. La permanence d'une fonction, c'est également faire exister l'autre en sa présence, le convoquer en fonction de tiers et même parfois le tiers institutionnel, mais c'est aussi en son absence. En effet, après le départ d'une ou d'un collègue, ce tiers permet la circulation d'une narrativité, de l'historicité d'un atelier ou celle de la vie d'un enfant. On transmet aux nouveaux collègues qui occupent la fonction le récit des événements passés, l'histoire familiale, l'histoire du corps, les habitudes ou les difficultés d'un enfant. Ou bien on rend compte de ses progrès, de son évolution. On tient le fil, chacun dans l'institution est à la fois porteur et passeur de cette histoire. Le passeur, c'est celui ou celle qui fait connaître et qui propage une œuvre, une pensée, un savoir, servant ainsi d'intermédiaire entre deux cultures, deux époques. Ce serait une sorte de griot institutionnel. Cette passation, ce partage par la parole permet une continuité, un témoignage précieux et vivant qui fait du lien entre les deux personnes assurant cette fonction, celle qui a quitté l'institution et celui ou celle qui arrive fraîchement. Cette mise en mots propose d'éviter un clivage, souvent à l'œuvre chez nos patients, pour qui certains départs ont pu être vécus comme des pertes, des lâchages, des disparitions, des ruptures, des abandons ou des déchirures. Cette possible discontinuité, c'est l'expérience du vide. Nos patients s'en défendent alors comme ils le peuvent. Annulation, colère, représailles envers ceux qui restent, qui les auraient fait partir, ou ceux qui arrivent, qui auraient dérobé leur place. Nous sommes alors tour à tour bons et mauvais objets, à la fois celui qui soutient et qui sépare. Pour les enfants, le fait de voir l'investissement des professionnels, ces temps de parole entre les adultes, leur procure un arrière-plan qui petit à petit les sécurise et leur permet d'investir à leur tour le nouveau professionnel et participe ainsi à assurer le sentiment continu d'exister dont nous parle Winnicott. La permanence est alors permise par le groupe de professionnels, elle est l'affaire de tous. On fabrique du lien ensemble à plusieurs, retissant les mailles trouées pour en faire un nouveau maillage qui soit à la fois solide et contenant. L'existence de ce passé, nommé et transmis, laisse ainsi une trace constituant un chemin. C'est l'empreinte du passage d'un enfant dans une institution de soins qui va lui permettre à l'avenir de se constituer en tant que sujet avec son histoire propre. Bonjour, Nathalie Crécio, enseignante et coordonnatrice de l'unité d'enseignement de l'EPI. Les enseignants spécialisés représentent l'éducation nationale au sein de l'institution de soins. Nous sommes 2 enseignantes spécialisées et 3 professeurs de la ville de Paris et nous formons l'unité d'enseignement de l'hôpital avec le directeur, M. Bégaud. Cette unité fonctionne comme une petite école. Nous travaillons en étroite collaboration avec tous les professionnels de l'équipe pluridisciplinaire. Chaque patient admis à l'hôpital poursuit sa scolarité. Le projet scolaire fait partie intégrante du projet de soins, du projet de vie de chaque enfant. Enfant, à la fois patient et élève. Chaque projet scolaire est initié par l'unité d'enseignement, est porté par les enseignants, mais aussi soutenu et étayé par tous les professionnels
et plus particulièrement par les professionnels référents de l'enfant. Il s'agit de références éducatives, pédagogiques, médicales, psychothérapeutiques. Ces professionnels référents, en accord avec l'ensemble de l'équipe, lors de réunions de synthèse hebdomadaires, mettent en place une organisation spatio-temporelle, un emploi du temps personnalisé avec les différentes prises en charge. Ils organisent les déplacements qui permettent les scolarisations partagées dans les établissements scolaires partenaires et veillent à la cohérence globale du projet, au partage et à la circulation des informations. Chacun d'entre nous s'inscrit donc dans cette logique de partage et de reprise. Ainsi, chaque professionnel est porteur du projet. Ce maillage est prolongé par une mise en lien avec les équipes extérieures, notamment les partenaires scolaires, comme les écoles publiques du secteur, les collèges publics, ainsi que des collèges privés sous contrat. Tous ces liens tissés sont très précieux pour l'accompagnement de nos élèves et sont toujours une formidable opportunité d'inclusion sociale et scolaire. En élargissant ces liens, nous renforçons la cohérence et la stabilité du maillage. Le maintien de ces liens contribue à la construction du cadre suffisamment intelligible et structurant pour permettre une prise en charge globale de qualité. Ce maillage de liens donne du sens au projet en créant une dynamique, en permettant à chaque professionnel de participer à une synergie d'équipe. Chacun a en tête les autres fonctions et toutes nos actions sont guidées par cette trame. Cette trame, ce maillage, permet d'assurer la continuité ainsi que la permanence des fonctions, et ce, indépendamment des personnes qui les incarnent au quotidien. Christine Mercier-Chauvin, psychologue institutionnelle. Bon, dans une institution avec une équipe pluridisciplinaire, il y a deux dangers qui nous guettent. Le clivage, l'éducatif contre le scolaire, le thérapeutique contre... et la fusion. La fusion, c'est-à-dire avoir la sensation de devoir se mettre d'accord pour réagir comme un seul homme. Comment faire coexister du désaccord sans cesser de se parler? Comment faire vivre un tout petit décalage qui nous évite de tourner en rond? Cette coexistence va prendre la forme d'un littoral, donc une forme mouvante d'un littoral. Il se transforme avec les déplacements du sable et les forces de l'eau, mais il fait subsister de la différence entre l'eau et la terre. Nos fonctions ne cessent de se recouvrir et de se différencier. C'est cela qui fait soin. Nous prenons soin de la fonction du littoral en refusant la jouissance absolue pour des petites jouissances partielles. Alors moi, j'appelle ça littoral, mais on peut appeler ça la danse avec Léa, qui lui donne accès au TikTok, le pass, le passeur avec Alain, qui est responsable, qui a la charge du transport. En psychothérapie institutionnelle, faire partie de l'ensemble EPI, de l'ensemble Sérapis-Montin ou ICE, c'est mettre de la soustraction de pouvoir et de jouissance en œuvre. Globalement, nous sommes un ensemble. Localement, nous produisons de la différence, des mouvements de littoral. Quelle que soit notre fonction dans une institution de soins, à chaque fois qu'on accueille le symptôme d'un enfant, on en est modifié, on en est troué. C'est alors une autre histoire qui peut s'écrire, avec la singularité et l'accidentel du transfert. Du désir se relance et du sujet existe au lieu de l'autre. Car parler psychise. Pour les névrosés que nous sommes, travailler avec les psychotiques psychise. C'est-à-dire, ça nous met en mouvement. Et plus on se déplace,
plus on trouve chacun d'entre nous, une formulation tout à fait personnelle de dire ce que l'on pense, plus la clinique prend consistance. Bonjour, donc, je suis Mathieu Bégon, je suis le directeur institutionnel et clinique de l'EPI. Alors, je ne sais pas si vous l'avez bien compris, mais notre thème, c'était la permanence de la fonction. Alors, pour moi, c'était un sujet peut-être un peu compliqué parce que ce poste de directeur, je l'occupe depuis 6 mois. Donc, c'est nouveau pour moi. Le poste de direction est nouveau pour moi puisque c'est mon premier poste de direction et l'hôpital de jour aussi est nouveau pour moi puisque je n'avais pas travaillé avant en pédopsychiatrie. Donc ce poste de directeur, j'en avais une idée assez vague. J'imaginais à peu près mes tâches administratives puisqu'il y a des tâches administratives aussi. Mais mon rôle clinique était, quant à lui, un peu flou pour moi. Et j'ai pu, avant de prendre mes fonctions, je dis bien avant de prendre mes fonctions, penser que ce poste de directeur allait peut-être me mettre un peu à distance des patients. Celle d'une fonction d'un directeur occupé dans son bureau, des tâches administratives. Donc ça, c'était avant de mettre le pied dans l'EPI, puisque effectivement, à peine posé le pied à l'hôpital de jour, j'ai été pris dans une espèce de tourbillon. Une intensité transférentielle était telle que j'ai failli à de nombreuses reprises vaciller, ne sachant pas toujours comment réagir aux attaques ni aux tentatives de séduction. Et je découvre alors une certaine réalité psychique et physique, parce que c'est vraiment les deux, celle d'un hôpital de jour, à un instant bien précis de son histoire. Du coup, on peut faire un peu d'histoire concernant l'EPI, puisque l'EPI a connu 2 directeurs cliniques qui ont occupé leurs fonctions plus d'une décennie chacun. Puis le dernier est parti à la retraite, c'était il y a 2 ans. Un nouveau directeur est arrivé, mais a quitté son poste après 1 année d'exercice. Puis le poste est resté vacant pendant 6 mois avant que je vienne l'occuper. Au même moment, un éducateur quitte aussi son poste. Un autre est recruté et part au bout d'1 jour. Voilà, donc avouez qu'on aurait raison de se poser des questions. Au-delà des difficultés de recrutement, du temps que cela prend et du choix du professionnel, ces départs produisent un effet important, très important sur les patients. S'il y a bien une chose que les enfants appréhendent, c'est qu'on les quitte, et les adultes aussi. Donc la permanence de la fonction consiste avant tout à permettre la continuité, et puisque ce que nous faisons à l'EPI s'élabore sur plusieurs années, parce que le lien requiert du temps, nous avons affaire à une temporalité longue. C'est pour ça qu'un jour, peu de temps après mon arrivée, un enfant s'adresse à moi dans un couloir et me dit « Monsieur Bégon, ça faisait longtemps que tu n'étais pas là. » Et j'ai mis un petit peu de temps à le comprendre, et puis j'ai fini par comprendre ce qu'il voulait dire. Donc, dans ces conditions, moi, j'ai reçu forcément un accueil particulier, parce que c'était un contexte particulier. Allais-je rester, résister? Car si les enfants mettent beaucoup d'énergie à savoir si nous allons rester, c'est une de leurs grandes questions, en tout cas au moment où moi j'arrive, c'est une de leurs questions, c'est qu'ils fantasment aussi beaucoup notre départ. Donc ma première expérience de la permanence de ma fonction a donc été celle-là, résister. Résister psychiquement et physiquement, ça a été les deux. Et puis, après 6 mois de bons et loyaux services, et de retour après la coupure de l'été, période si propice au départ et pas qu'en vacances, j'espère avoir créé tant que se peut les conditions de la continuité. L'équipe est pratiquement au complet. Les conditions premières d'une certaine permanence sont presque remplies. Le manque est presque comblé, du moins en apparence.
Donc, moi, je pense que la permanence de la fonction, elle possède un coefficient thérapeutique. Elle fait partie du cadre. Elle doit exister autant pour assurer une continuité d'être que pour être attaquée. Mais une équipe au complet et qui s'inscrit dans le temps ne peut suffire à produire le soin, celui qui nous occupe prenant la forme de psychothérapie institutionnelle. Donc si nous discutons de la permanence de la fonction, si nous avons choisi ce thème à un moment donné, juste après mon arrivée, in fine, de la fonction de soin, ça s'est transformé aussi un petit peu comme ça, permanence de la fonction de soin, c'est bien parce que sa permanence n'est pas une évidence. Elle ne nous est pas donnée une fois pour toutes. En ce sens, l'hôpital de jour n'est pas un tout. L'hôpital de jour n'est pas la somme des fonctions qui automatiquement produiraient le soin. Il est bien plutôt une totalisation, ce qui signifie qu'il est soumis à un changement permanent, marqué par une multitude de mouvements transférentiels et projectifs, et qui, par principe, nous échappent. Il s'agit alors pour nous de transformer nos contenus subjectifs, transférentiels et projectifs en contenus objectifs. Travailler en permanence à faire émerger ce qui nous échappe, ce qui relève du non-savoir. La forme que ce travail doit prendre, nous la connaissons tous. Elle passe par l'élaboration, donc par le langage, celui que nous produisons en commun. Voilà, merci. Bon, je pense que c'est intéressant parce que par rapport à la première équipe, où c'était un enfant en difficulté qui mettait à l'épreuve l'équipe, là c'est le directeur, enfin de ce que j'ai compris principalement, la question est venue, qui est mise à l'épreuve de l'institution qui se trouve en difficulté de ses différents manques, de ce qu'il a structuré de façon très efficace pendant tout un temps, puisqu'il y a eu production en même temps d'un livre, d'une transmission, quelque chose qui s'est fait de façon... et il y a une sorte de paradoxe, enfin, il me semble, de ce qui s'est produit, puisque finalement, le départ de certains, en même temps, c'était pas évident, quoi. Et ça remettait en question toutes les références, puisque par rapport à la permanence, sur votre question, la permanence de la fonction, il y a les questions, me semble-t-il, de la référence. Enfin, le référent qui est incarné dans sa fonction, qui doit être différencié, qui doit se tenir différencié, enfin, dans l'institution, et la référence peut-être, enfin c'est aussi ma question, théorique, jusqu'où on peut confronter nos différences de référence, enfin, dans les institutions. Et voilà. Et qu'est-ce que ça peut donner et ajouter et enrichir en même temps dans le travail interne et externe aussi, puisqu'il y a aussi tous les liens, enfin, comme l'a indiqué le côté de la petite école. Enfin, je pense qu'il y a aussi les liens avec les extérieurs qui sont, me semble-t-il, de plus en plus difficiles. Mais voilà, je voulais vous interroger aussi là-dessus. Voilà, qu'en est-il de la mise en place de cette structure institutionnelle qui s'est élaborée, qui a donné ses effets et qui permettent de supporter une vingtaine de gamins, là, très en difficulté encore, dans Paris. Je croyais que ça n'existait plus, puisque j'avais été confrontée il y a quelques années à de grandes difficultés et très étonnée de voir que dans Paris intramuros, moi j'avais travaillé beaucoup en banlieue, les difficultés étaient peut-être encore pires, parce que non visibles. Il me semble que ça, enfin, dans certains lieux en tout cas, ça passe inaperçu et il y a des souffrances psychiques énormes par des manques de prise en charge institutionnelle, comme les vôtres. Enfin, voilà. Je sais pas.
Enfin, je pense qu'il y a des questions dans la salle, peut-être sûrement par rapport à... Oui, il y a des questions là, oui. Votre communication, c'est sur la permanence de la fonction. Mais je voulais savoir, puisqu'on est souvent dans des intermittences de la fonction, à certains moments, comment vous faites quels outils vous utilisez pour mettre en œuvre la permanence de la fonction? C'est des réunions, c'est des analyses de pratique. Comment vous constituez votre outil dans votre pratique? Oui, je suis d'accord avec vous. Finalement, la question de la permanence, c'est une question paradoxale parce que quand on y pense, on s'aperçoit que rien n'est permanent. Hein, les salariés restent un certain nombre d'années, partent, d'autres arrivent. Et finalement, c'est un travail de tous les instants pour pouvoir créer la permanence. Et effectivement, la permanence, c'est le travail de tous les instants de toute une équipe à travers tous les espaces de réunion qui existent dans un hôpital de jour comme dans d'autres institutions. Encore faut-il que ça ne soit pas juste des espaces de simples réunions et que puisse, à mon avis, se travailler ce que Pierre de Lion a très bien expliqué, la façon dont chacun nous vivons le transfert. Moi, j'ai parlé de tourbillons, de grande intensité transférentielle que je n'avais pas connu ailleurs dans d'autres établissements où j'ai pu travailler avec des enfants, mais en tout cas pas pas en pédopsychiatrie. Donc c'est aussi un petit peu comment je finis mon propos, c'est-à-dire les espaces de réunion, le langage en commun, mais effectivement, voilà, il faut que chacun puisse dire son transfert, l'élaborer en commun et que ça puisse être entendu par tous les autres. Je pense que c'est ça qui permet de créer de la permanence. Bon, après, il y a aussi la permanence qui regarde le directeur administratif que je suis, c'est-à-dire la permanence de l'équipe, faire en sorte que toutes les fonctions soient habitées par des salariés, comme la permanence des murs, de l'entretien de l'hôpital de jour, bon, voilà, on pourrait décliner ça sous toutes ses formes, mais effectivement, c'est un travail, à mon avis, de tous les instants et qui n'est jamais acquis définitivement. Je voudrais aussi répondre à cette question précisément très intéressante pour nous. L'intermittence, ça pourrait être pris du côté de l'imaginaire. Donc, il y a un professionnel qui vient. Ce professionnel ne va pas rester. Si c'est un jeune professionnel, pire, parce qu'il est jeune. Il est là, il a le droit d'être là légalement, mais on suppute que quand même, il n'a pas d'expérience, il ne sait pas faire. Donc on ne va pas lui confier les tâches qu'on confierait à quiconque de l'institution dans ce statut. Alors ça, c'est l'imaginaire. Et puis, dans l'institution, on essaie tous de mettre en place des cadres symboliques qui sont des cadres, effectivement, où on se parle et où chaque parole de chaque personne, de chaque sujet, a exactement la même valeur, le même poids. Alors, ça implique que, justement, ce soit porté par tout le monde, parce que ça veut dire qu'on ne se fasse pas taire, qu'on s'exprime jusqu'à ce qu'on puisse être assuré d'avoir pris position et que les autres ont pris position, même si ça ne me plaît pas. Donc ça, c'est un effort permanent qui se reconstruit à chaque fois qu'il y a des personnes en intermittence. Heureusement qu'ils sont là, heureusement qu'il y a des stagiaires, par exemple, parce que ça aide beaucoup à cette reconstruction de pensée. Et le cadre symbolique sert exactement à cette libre circulation de la pensée et de la parole dont parlait M. de Lion.
Et c'est remis en question, bien évidemment, à chaque fois, même quand il n'y a pas d'intermittent, parce que là, on est en train de faire l'emploi du temps de la rentrée. C'est le moment de discuter de questions cliniques. Hein, bien sûr, ça, c'est au service de la clinique. Hein, ou alors, on est au service de l'imaginaire. Et si on est au service de l'imaginaire, eh bien, on va s'écharper, Heureusement, ça n'arrive pas. Heureusement, ça peut arriver, mais bon, on en parle. Oui, Olivier Ginoux, je suis le médecin directeur de l'EPI. Effectivement, alors j'étais très content de réentendre toutes ces interventions qui témoignent du travail de l'ensemble de l'équipe en réalité, et qui montraient la différence de ce que chacun a développé en parlant de permanence. On a parlé de la permanence des soins, on a parlé de l'abstention, on a parlé de faire plus, on a parlé de faire moins. En réalité, une des questions, c'est que la permanence est un fantasme au mieux. Tout ce qu'on peut travailler, c'est la continuité, et la continuité, elle se tisse des présences et des absences. Ce qui s'est joué, me semble en écho à ce que disait Bernard Goltz tout à l'heure, c'est que on a eu le sentiment, dans un moment où manquait énormément de personnes dans l'institution, que c'était pas simplement qu'on allait avoir moins d'outils de soins, moins de disponibilité, être limité, avoir des trous dans notre dispositif. C'était l'ensemble du soin qui était attaqué, comme si l'institution ne fonctionnait plus. Et comme si, au fond, nous avions été collectivement happés par ce qui est des expériences de rupture, de discontinuité absolument dramatique de l'ensemble, de la plupart de nos patients. Et qu'il y a quelque chose qu'on s'est retrouvé à exprimer collectivement. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on a eu envie que ce thème a émergé très rapidement, de dire on va parler de la permanence. Effectivement, on a bien vu qu'il ne s'agissait pas simplement de rajouter des gens ou de compléter l'outil, mais de retrouver cette capacité de penser, de dialogue, d'accueillir. Alors j'ai un exemple juste qui me venait aussi par rapport à ça, c'est par rapport au service de suite du samedi. Il se passe une chose très particulière que moi j'avais vécue quand j'y étais arrivé. Oui, mais il faut expliquer ce que Alors c'est le service de suite. Le samedi, on a un accueil une fois par mois pour les jeunes et les familles qui préparent leur sortie, et auxquels sont invités également les anciens jusqu'à l'âge de 20 ans. Et on craint toujours, même si on sait que le transfert se fait sur l'institution, même si on sait qu'il est global, etc., on se dit quand même, là les jeunes, ils sont très attachés à tel éducateur, à tel enseignant. Alors si ces gens-là ne sont pas là, quel intérêt, quel lien ils vont pouvoir trouver? Au fond, ce sont ces personnes-là qui, pour eux, sont dépositaires de leur histoire, du parcours passé. Donc là, il y a un trou qui ne pourra pas être comblé en réalité. Et alors, il se passe absolument l'inverse. C'est-à-dire que le service de suite a été renouvelé presque intégralement, et que les jeunes viennent, comme j'ai envie de dire, presque comme si de rien n'était. Hein, c'est-à-dire que... alors, ils ne sont pas délirants pour autant, parce qu'ils savent très bien qu'ils ont affaire à des nouveaux, qu'ils accueillent d'ailleurs, c'est-à-dire que c'est eux qui portent la continuité à ce moment-là, et la permanence. C'est eux qui peuvent expliquer aux nouveaux comment ça marche. Donc, il n'y a pas de... Ils ne se trompent pas, et pour autant, ils continuent à venir créditer ces nouveaux professionnels d'une connaissance sur leur histoire, qui, au fond, appartient à l'institution et absolument pas à ces nouvelles personnes. Voilà. Oui, merci beaucoup à toute l'équipe de l'EPI pour cette présentation vraiment qui fait beaucoup réfléchir. Je voulais faire juste deux petites remarques. Une en association avec ce qu'a dit Pierre d'ailleurs. Avant qu'il parte, je lui ai dit,
D'abord, je les remercie beaucoup d'être venus parce que je pense que sa présence est extrêmement importante pour la journée, pour tout ça. Mais je lui ai dit, à la fin de ton intervention, tu as parlé des pervers narcissiques qui nous emmerdent, je le cite, hein. Et je lui dis, c'est plus grave que ça, parce que si c'était seulement des pervers narcissiques qui nous gouvernent et qui nous emmerdent, il suffirait de les changer. Or, c'est pas ça la question. La question, c'est que la société, dans son fonctionnement, secrète des positions perverses par rapport à la santé mentale et à sa prise en charge. Donc, le danger n'est pas un danger de personne, mais un danger de fonctionnement et de processus. Alors, en ce qui concerne votre présentation, pardon. Donc, je m'inscris un peu dans la suite de ce que vient de dire Olivier aussi, Ginoux. Vous posez très justement la question de la continuité, permanence, continuité, c'est-à-dire comment est-ce que les intermittences ou les absences des uns et des autres peuvent non pas seulement gêner la continuité de la permanence, mais contribuer à un sentiment de présence, malgré tout. Hein, ça, c'est compliqué, c'est le problème de la suffisamment bonne mère aussi, qui fait vivre à travers ses absences quelque chose de sa présence. C'est évidemment plus facile à faire avec des enfants, des patients que Pierre Deleu appelle les névrosés occidentaux poids moyen. C'est beaucoup plus difficile à faire avec des patients dont la structure est archaïque et qui justement ne peuvent pas remplir facilement les intermittences et les absences. Alors je voulais dire ce qui pour moi, ce qui est un élément de réflexion dans le domaine de la toute petite enfance, c'est le fonctionnement des pouponnières, et en particulier tous les travaux, parce que les bébés ont aussi à voir avec quelque chose de l'archaïque, hein, même les bébés qui vont bien, justement. Et tous les travaux de l'Institut Picler-Loxy qui m'intéressent beaucoup. Je suis impliqué dans l'association Picler-Loxy France, et il y a toute la question de ce qu'on appelle la personne de référence, qui elle-même n'est pas là 24 heures sur 24. Mais qui, en tant que personne de référence, est quand même porte en elle quelque chose, une garantie de l'histoire, de la cohérence, de la transmission aux autres, etc. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de ça? Quel modèle on peut tirer de ça, peut-être pour les institutions qui prennent en charge des patients qui ne sont plus des bébés, mais qui ont quand même une dimension archaïque? Je ne sais pas très bien encore. Enfin, vous nous aidez à y réfléchir. La question vous a été posée. Est-ce que c'est des réunions? Est-ce que c'est des analyses de pratiques? Bon. Ce que je voulais faire remarquer, c'est que si... alors, je reviens aux pervers narcissiques de Pierre. Si les pervers narcissiques qui nous gouvernent tirent la conclusion qu'au fond, nos interventions à distance et par Zoom étaient moins chères que nos interventions, que nos institutions vivantes et en présence, là, ils se mettent le doigt dans l'œil jusqu'au coude, parce que cette question de comment faire que les absences et les intermittences et la distance puissent participer à la construction d'un sentiment de continuité, ça n'est possible qu'en présence. Hein. Donc vraiment, le Zoom, on va en garder quelque chose peut-être, mais il n'y aura pas d'hôpitaux de jour par Zoom. Hein. Il faut qu'on soit tous ensemble pour le défendre, et en tout cas, l'Institut contemporain de l'enfance sera là pour ça. Oui, Géraldine Serve de Dutzel, je suis une des anciennes thérapeutes de l'EPI. Enfin, je suis rentrée à la fondation, je suis restée 37 ans, je crois. Bon. J'étais engagée par Martine. Donc, je voulais dire que c'était très intéressant parce que dans le service de suite, je continue à suivre des patients qui viennent me voir chez moi. Et donc, c'est très intéressant parce que d'abord, eux, quand ils viennent le samedi, d'abord, ils évaluent les nouveaux. Et soit ils les adoptent, soit ils les adoptent pas. Et donc, il y a tout à fait une évaluation des nouveaux. D'autre part, quand ils les adoptent, je dirais, pour reprendre le terme de ruissellement, que la bonne relation avec l'ancienne personne qui occupait la fonction ruisselle sur le nouveau. Et il y a une confiance qui s'installe, mais très rapidement, surtout si le rapport, comme ça, quand ils se voient le samedi, est bon. Je pense à une patiente avec le nouvel assistant social. D'autre part, ces patients
me demande des nouvelles régulièrement des anciens qui ont occupé la fonction. Et ce que devient Monsieur Moyaplana et Jean-Michel Carbuna, et enfin, je vous passe la liste, hein, et Madame Agman, etc., etc. C'est-à-dire que, en fait, ils sont tout à fait branchés à la fois sur l'adoption des nouveaux, l'importance et le fait que ces nouveaux, finalement, bénéficient de la personne qui a occupé le poste avant. Et d'autre part, ils restent très attachés aux personnes qui sont parties et demandent des nouvelles. Et il y en a certains qui vont aller les voir quand les gens qui sont partis de l'EPI occupent un poste ailleurs. Voilà, ça c'est une chose que je voulais dire. L'autre chose, oui, à laquelle je tenais aussi, c'était de dire combien ces enfants, enfin ces jeunes gens, pour eux, c'est absolument essentiel de se retrouver à l'EPI. Il y en a une qui m'apporte chaque fois qu'ils viennent le samedi. D'abord, on en parle dans les séances, et puis ensuite, on me montre les photos qui ont été prises le samedi avec Claudine ou simplement le groupe des jeunes. Et donc, on m'envoie la photo. Et maintenant, ils commencent à se retrouver en dehors. C'est-à-dire qu'ils viennent le samedi et ensuite, ils vont se faire un McDonald's ensemble. C'est-à-dire qu'il y a des liens comme ça entre eux, de ce groupe qu'ils ont constitué pendant des années à l'EPI, qui continue et qui devient en fait leur groupe social. Hein, parce qu'en dehors de ça, ils n'en ont pas de groupe social. Hein. Et ceux qui viennent me voir me racontent les progrès que font les autres, dans quelles écoles ils sont, à quel niveau d'année ils sont, etc. Voilà, la dernière chose que je remarque, c'est que nous faisions 3 séances par semaine à l'époque à l'EPI, enfin en principe, et que je vois que c'est passé à 2. Voilà, c'est tout. Mais comment vous faisiez? Parce que ça rentre pas dans les... Ou alors il faut augmenter le temps. J'ai pas diminué les budgets. Je sais pas, ça. Moi, je veux bien. Hein. Non, mais tout simplement, Géraldine, tu venais 3 fois par semaine, et puis, oui. Et puis voilà. Quoi. Non, mais moi aussi. Oui, moi, j'étais à 2 séances. Hein. Toi, tu étais à 2 séances, oui. Moi, c'est... Enfin, plus les séances supplémentaires. Il y a une question. Ah oui. Je ne sais pas si vous voulez répondre autrement. J'avais 2 petites questions. Une sur la très, très chouette intervention de votre part sur la permanence. C'est une question d'actualité, peut-être au directeur, mais je ne sais pas, peut-être ça concerne d'autres personnes. Cette question aujourd'hui du pass sanitaire et de l'obligation vaccinale, je ne sais pas si c'est un impact dans votre équipe, dans vos établissements à plusieurs. Je suis très surprise de constater que beaucoup de directeurs acceptent le départ le 14 septembre au soir de personnes qui ne sont pas convaincus de l'obligation vaccinale. Et donc actuellement, dans notre association, il y a un débat de savoir si on peut remplacer ou si on laisse partir. Enfin, moi, ça me perturbe beaucoup. Je trouve que c'est une question extrêmement intime, même si je prône la vaccination. Enfin, ça, c'est une autre histoire. Mais l'idée de voir, aujourd'hui, je crois qu'on est à 3 professionnels de notre équipe partir parce qu'ils n'ont pas cette démarche-là, fait qu'on a eu des questionnements au niveau notamment de l'équipe psy pour savoir si on pouvait changer d'éducateur le 14 septembre au soir pour suspendre pour une raison aussi extérieure comme ça. Enfin, moi, ça me perturbe. Je ne sais pas, peut-être que je suis toute seule. Bon, ça, c'était un petit point. Et puis, par rapport à votre intervention, la psychothérapeute psychanalyste, j'ai entendu qu'il y avait aussi la psychologue institutionnelle. Je vais le savoir si vous travaillez ensemble. Les mêmes réunions, les rencontres famille, etc. Et puis, quant à la question de la rivalité, qui est une très jolie question institutionnelle aussi, si ça avait été traité institutionnellement ou si c'était votre Carole Bouquet personnelle qui avait traité la question. Voilà. Non, moi j'ai senti venir ce sentiment en moi lors d'une synthèse
où donc Laura parlait de ces séances passionnantes avec ce patient, alors que moi, ça faisait des mois que je n'arrivais pas à le voir et qu'il pouvait juste m'adresser des insultes. Et voilà. Donc j'ai senti finalement que ça commençait à être difficile pour moi. Et en fait, de temps en temps, on a Pierre de Lyon qui vient dans notre institution assez régulièrement, avec qui on passe toute la journée. Et lors d'une journée avec lui, j'en ai parlé, et puis j'en avais parlé aussi à certains collègues, et puis on l'a mis au travail tous ensemble lors de cette réunion. Donc oui, moi j'ai le sentiment qu'on partage assez de confiance pour pouvoir reconnaître ces mouvements en nous et les partager, essayer de les comprendre. On ne comprend pas tout, mais bon, voilà, on essaye un peu, quoi. Donc oui, ça a été partagé. Alors sur les passes sanitaires, ça oui, le pass sanitaire et la question de la vaccination, effectivement, mais aussi la question de l'ensemble du protocole qu'il faut appliquer à l'hôpital de jour comme ailleurs. Tout ça fait effectivement débat et c'est normal, et fait l'objet notamment d'une réflexion pas plus tard que mercredi dernier. Donc effectivement, c'est des questions qui sont très importantes et qui traversent l'hôpital de jour pour des tas de raisons, notamment des histoires de cas contacts et de protocoles à appliquer, faire tester l'ensemble des salariés, des enfants, tout ça. Enfin, tout ça sont des choses qui sont extrêmement lourdes et lourdes de conséquences dans le travail à l'hôpital de jour. Donc effectivement, après, la question de la vaccination et des salariés vaccinés, bon, à l'EPI, tout le monde est vacciné, donc du coup, on est heureusement finalement pas confronté à cette question, mais je comprends tout à fait que ça soit une question extrêmement complexe sur le fait de savoir, mais du coup, est-ce qu'un salarié qui ne serait pas vacciné, voilà, à qui on suspendrait le contrat de travail, c'est extrêmement complexe, effectivement, même si nous, on n'est pas confronté, en tout cas, pour l'instant. Oui, alors Frédéric Tagu, nous profitons honteusement de la présence de Grégory sur le banc, là, et je crois que nous allons chacun poser une question à notre tour. Hein. Bon, on l'a un peu séquestré. Non. Alors, non. Moi, je voulais faire un petit commentaire plutôt qu'une question, parce que je ne travaille plus dans le secteur institutionnel. Mais bon, je l'ai fait. Et je me disais que à chaque fois qu'on pose la question qu'est-ce que c'est que la psychothérapie institutionnelle, qu'est-ce que c'est que le travail institutionnel, il me semble, je suis un peu à l'écart, alors peut-être que c'est une fausse représentation, mais il me semble qu'il y a souvent un petit flou pour répondre. C'est pas facile de répondre directement à cette question. Hein. Et j'aime bien ce flou-là. Et les deux témoignages là, des deux institutions que j'entends ce matin me confortent dans l'idée que, au fond, il s'agirait... derrière ça, il y a le truc de raconter des histoires. Hein, ça a été dit, de se raconter, de raconter vos histoires. Et je trouve que c'était une façon très, très, très vivante et très riche de répondre à la question. Hein, sans y répondre. Et pour faire le lien avec ce que disait, rapidement, avec ce que disait Pierre de Lyon, c'est que justement les enfants qui sont dans des pathologies archaïques sont privés de la possibilité, eux, de se raconter leur histoire ou de raconter leur histoire. Et que le travail que vous faites, il me semble, c'est, par toutes ces hypothèses, ces questions, c'est partager vos ressentis, vos expériences, c'est de leur proposer, hein, de mettre à leur disposition ces histoires que vous racontez pour que, petit à petit, ils puissent arriver à ce qu'il appelle de Lyon une position métaphorique. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Mais vraiment... Oui, vite fait. Simplement pour dire que le travail... Je suis ancien directeur d'un hôpital de jour à Orléans, hein, l'hôpital de jour Cheval-Donné. Je dis ancien, je suis toujours en poste, mais je n'y suis plus. Mais simplement pour dire que le principal travail qu'on a à faire avec ces enfants-là, souvent, c'est au niveau thérapeutique, c'est le travail sur la séparation.
les séparations que provoque la vie, mais les séparations aussi qui font de la maturation. Là, vous êtes dans une période depuis quelques temps, depuis le départ de certains d'entre vous, peut-être où ces séparations, elles se font du fait de la vie, du départ de tous ses collègues. Mais justement, ce travail-là, c'est comme s'il mettait vraiment la racine brute, le roc, vraiment de la difficulté de ses enfants. C'est-à-dire comment on se sépare. Et donc voilà, vous êtes peut-être chamboulé, mais vous êtes au vif du sujet, si on peut dire. Voilà. Bon, bah là, on va pouvoir se séparer, alors tout à fait, de l'équipe de l'EPI. Je les invite à sortir. J'ai bien vu qu'il y avait une question qui n'avait pas pu être posée. J'espère que ça va. Mais merci. Et je demande à la cure institutionnelle de Sainte-Anne de s'avancer. Il n'y a pas de pause. Hein. Non, je suis désolé, on ne fait pas de pause. C'est pas possible, hein, parce qu'on a pris déjà beaucoup de retard. Et voilà, je demande à Sainte-Anne de venir. Voilà. Il faut qu'on ait le micro pour toutes les deux. Ça va? Si, il est dans le tas. Voilà, Moya Plana, il est là. Nous avons là toute une équipe, hein, très nombreux aussi, voilà. Et nous avons Xavier Moya-Plana, donc, qui va jouer le modérateur, qui a suivi l'évolution et qui a travaillé avec cette équipe depuis plusieurs mois autour de cette présentation. Donc je leur passe la parole, je ne sais pas qui est-ce qui commence. Je vais juste dire un mot. Donc notre présentation à plusieurs voix va se décliner à partir du thème qu'on a choisi, qui est le transfert au quotidien dans l'institution. Donc notre cure institutionnelle est composée de 3 unités, très rapidement, 2 CATTP, 1 pour petits et 1 pour grands, enfin 6-12 les grands, 3-6 pour les petits, et un groupe scolaire thérapeutique qui un peu s'organise comme un hôpital de jour. Donc du coup, on a travaillé pour vous rendre compte un peu du travail à la fois différencié et très tenu ensemble de ces 3 unités à travers donc 3 présentations. Pierre et Laura vont commencer, puis Daniel, puis nous finirons avec Marie. Bonjour, Pierre, infirmier. Donc moi je suis transversal en l'occurrence sur les 3 unités de la cure. Et je vais vous parler d'un texte qu'un de nos collègues a rédigé, collègue éducateur. La parole, le corps, tenir ou lâcher. La question du corps et de la parole est centrale dans l'accueil au quotidien des enfants en souffrance psychique et de leurs familles. Au groupe scolaire thérapeutique, GST, nous travaillons selon les principes de la psychothérapie institutionnelle, avec sans doute une forme qui lui est propre,
mais je ne crois pas qu'il existe deux institutions semblables. Chacun cherche sa voie avec des outils communs, hérités de grands noms comme Jean Houry, Toscaïès. Chacun les adapte à sa pratique et les fait évoluer en s'étayant sur son historicité, mais aussi en s'appuyant sur la composition de son équipe à un temps T. On y retourne. Une institution est vivante et pour qu'elle le reste, elle doit sans cesse s'interroger, s'adapter, se renouveler. Notre premier outil, l'outil primordial, est la parole. Je sais ce que je suis parce qu'un jour tu m'as dit tu, comme le disait Albert Jacquard lors d'une conférence sur le vivre ensemble. Notre second outil, le corps. Cette silhouette, ces muscles, ces formes et traits qui permettent aux enfants de nous identifier, de nous désigner, d'être l'écran de leur projection. Notre corps peut être aussi marqué par la violence de ces enfants, sous forme de morsures, d'hématomes ou encore de griffures. Cette violence reçue est à l'égal de la violence ressentie par ces enfants. Quand on sait ce que le son d'une voix, sa tonalité, son volume peut générer chez un enfant autiste, ou l'angoisse d'intrusion que peut produire la proximité d'un corps pour un enfant psychotique, il ne paraît pas anormal de se pencher sur la question de la place du corps et de la parole dans nos interventions, ce qui débouche inéluctablement sur le travail du transfert contre transfert. 14 heures. Noé vient de passer la porte de l'établissement, le regard noir, capuche vissée sur la tête, engoncé dans son blouson. Didier Anzieux et son moipeau sont illustrés là, devant nos yeux. Nos mots semblent le faire fuir, pire, le renforcer dans sa colère. Les couches de vêtements peinent à le contenir. Que faire ? Continuer à chercher à mettre en sens son comportement en mettant des mots sur son mal-être, le laisser, ne pas le frustrer, ne pas lui donner matière à énervement ? Tout cela se passe en seulement quelques minutes. Ce n'est pas la première fois. On trouve un début d'hypothèse, on la verbalise en exprimant nos ressentis, voire en psychodramatisant devant le jeune. Lorsque la parole et l'accompagnement ne suffisent pas à le calmer ou à sauvegarder son intégrité physique ou celle des autres, notre corps se trouve alors exposé. Il accompagne les mouvements excessifs, les débordements pour arrêter et protéger. Est-ce un tort ? Peut-on ou doit-on l'éviter ? Ces questions que nous nous posons tous, ce sont des questions que nous nous posons tous au quotidien. Dans ces moments de tension, d'incompréhension et de recherche de sens, nous avons en tête que tout ce qui se passe l'est sous le sceau du transfert. Nos émotions, nos ressentis, nos explications vont être le résultat de notre propre construction, de notre vision personnelle face à cette situation. Et ce n'est pas nous en tant que tels qui sommes visés, mais ce que nous représentons, l'image de la projection que l'autre nous a collée. Mais même lorsque nous conservons cette capacité d'intellectualisation, le psychisme et le corps sont mis à rude épreuve. C'est bien le corps et la pensée du soignant face à la situation qui sont aux prises avec les angoisses, le morcellement, l'intrusion, la violence ou encore le climat mortifère de l'autre. Comment faire lorsque Noé vous a mis face à votre propre incapacité à l'aider ou face à votre impuissance à le protéger de lui-même ? Les mots ne suffisent pas et le corps l'intruse tellement qu'il le fait flamber et le retranche dans des défenses délirantes. Rebonjour. Je poursuis donc le texte de notre collègue éducateur. Donc on a bien le sentiment d'une intervention juste et nécessaire. On ne peut pas le laisser livrer à ses angoisses sans tenter de lui prêter notre appareil à penser et penser, comme le disait Bion, pour tenter de mettre du sens sur ses agirs et des mots sur ses bleus. Mais bien sûr, nous sommes ambivalents. Alors même qu'il présente les signes d'un mal-être, nous avons tout de même le sentiment d'imposer quelque chose, de forcer. Mais avons-nous le choix ? N'est-ce pas notre rôle de limiter, de créer les conditions de changement ? Peut-on grandir et apprendre sans limite et sans contrainte ? Le premier forçage n'est-il pas du fait de la nature biologique de l'être vivant ? Bergès parle de forçage biologique, puis de deuxième forçage avec les règles de vie en société dès le plus jeune âge. Dolto l'aborde dès la naissance en parlant de castration ombilicale. En 1932, Freud dit que l'éducation doit chercher sa voie entre le scylla du laisser-faire et le charybde du refuser.
donc de décider jusqu'où interdire, en quel temps et par quels moyens chercher sa voie. On travaille sur cette ligne de crête qui peut nous faire basculer vers l'autoritarisme d'un côté ou le laxisme de l'autre. Nous sommes là, pour ne pas dire las parfois, devant ces conditions qui nous poussent à nous demander si nous devons tenir ou lâcher. Tenir, pourquoi, jusqu'où? Est-ce la bonne orientation? Qu'est-ce que cela signifie? Tout comme lâcher, cela signifie-t-il un renoncement, un échec? Tout est question de perspective, de conscience et d'analyse de ce qui se déroule sous nos yeux et dont nous faisons partie. Parfois, on peut même ressentir de la haine, on s'en défend, on peut même aller jusqu'à la nier, mais on le sait, on l'a senti, à nous de le travailler. Cette haine ressentie dans ces moments conflictuels peut nous pousser à faire de mauvais choix, mais également se propager comme un feu qui se terre sous le sol, dans les racines d'un arbre, pour ressortir plusieurs kilomètres en aval, dans notre relation à l'enfant et au sein même de l'équipe soignante. Nous n'avons pas d'autre choix que d'accepter ce panel d'émotions et de ressentis sans lesquels la relation n'existerait pas. On peut toujours avoir en tête la bonne distance, comme le disait Roussel, mais dans les faits, en première ligne, on est collé. On s'accroche alors à notre expérience, à nos connaissances et à des tiers, à tout ce qui peut nous permettre de retrouver cette distance nécessaire à l'établissement de la vérité, celle de la souffrance de l'autre et de ses origines. Mais rien ne peut remplacer le travail du collectif, particulièrement dans des moments de collage et de haine. Bonjour, Danielle Gaine, moi je suis enseignante spécialisée sur le GST, donc sur le groupe scolaire thérapeutique. Je suis l'unique enseignante et j'accueille tous les enfants du groupe sur des séances individuelles ou à plusieurs. Donc moi je prends la suite de ce que me disaient les collègues sur le thème tenir ou lâcher, qui est un thème qui nous préoccupe pas mal en fait et auquel on a été confrontés, qui occupait aussi pas mal de nos réunions. Donc le début, la première partie, ce serait tenir ou lâcher, contenir. L'échec de ce que Pierre de Lion appelle forclusion de l'objet d'arrière-plan, forclusion de la fonction phorique ou fonction contenante, s'accompagne d'un défaut de la continuité d'existence et des contours corporels. Le sujet, faute de bord, de limites, d'enveloppe et donc de constance, recherchera des appuis sur des supports, un contact avec des objets durs, une immobilité, allant même parfois jusqu'aux stéréotypies, hypertonie et automutilation. Il n'y a pas de signifiant, et de ce fait, tout est réel. Rien n'est symbolisé. Il n'y a pas non plus de construction imaginaire, pas d'objet signifié, c'est-à-dire qu'il puisse avoir un sens, ce qui revient à dire qu'il n'y a pas d'altérité, de monde symbolisé ou signifiant. Au lieu de s'attacher à autrui, il va se fixer sur certains éléments de ce réel qui l'entoure et que nous nommons objet, terme sans doute impropre à son sujet, car ils ne paraissent précisément pas jetés hors de lui. Junior ne borde pas ses coloriages. Défaut de limite du corps. Junior se colle parfois contre l'adulte. Le dedans-dehors n'est pas établi. Junior a besoin de certains objets dont la perte provoque chez lui une forte angoisse. La disparition de cet objet signifie comme la disparition de lui-même. Une gourde dont il ne veut pas se séparer, fermée à clé dans un placard. Junior en sera totalement désorganisé. Il déambule souvent dans le groupe scolaire thérapeutique avec un objet amené de chez lui ou pas, qu'il gardera un long moment, parfois tout au long du temps passé au GST. S'en séparer équivaut à la perte d'une partie de lui. Junior en sport est terrorisé par les PTK. C'est un sport brésilien qui se joue avec une sorte de gros volant formé de 4 grandes plumes sur une base en caoutchouc. Ces PTK vont, dit-il, entrer dans sa tête. Cette fois, l'objet peut faire intrusion dans son corps. Il quittera la cour en disant qu'il ne peut pas laisser entrer ses plumes dans sa tête. Je lui propose alors de l'accompagner dans la cour en le tenant par les épaules pour regarder de loin les autres enfants jouer avec les PTK. Il acceptera. Nous sortons tous les deux pour nous installer sur un rebord. Il est collé à moi. Tenir ou lâcher, contenir. Tenir ou lâcher les enveloppes psychiques.
L'enveloppe corporelle et relationnelle peut être cherchée par les enfants psychotiques dont la peau interne est défaillante dans l'agitation psychomotrice. Ils marchent, courent, vocalisent sans arrêt. L'angoisse apparaît quand cette défense psychomotrice est empêchée. Tenir ou lâcher. Agitation motrice de Junior quand il arrive dans un nouvel espace, jusqu'à ce que celui-ci devienne contenant. Il a mis du temps, par exemple, avant d'accepter de venir en classe. Quand il venait en début d'année, enfin l'année dernière du coup, soit il se trouvait dans une grande agitation motrice, il déambule dans la classe en parlant en boucle, il se perche sur un radiateur, sans parvenir à se poser ni à se taire, soit il s'effondrait au sol. Il était écolalique, désorganisé. Il était parfois possible de le relever, quand il voulait bien que je le touche et que je l'enveloppe de mes bras pour le redresser. Parfois, il refusait tout contact. C'est alors la voix qui pouvait faire enveloppe. Quand celle-ci était persécutante, nous passions de longues minutes en silence, lui par terre, moi à côté sur une chaise, jusqu'à ce qu'il soit assez apaisé pour se mettre debout. Junior avait ainsi souvent du mal à arriver en classe, mais aussi à en partir, toute transition étant très angoissante pour lui. Ainsi, au début de l'année dernière, il s'est trouvé une fois figé dans l'escalier au moment de redescendre. Il disait qu'il ne pouvait plus bouger. Il était immobile, le corps tendu, muet. Je l'ai aidé à descendre en entourant ses épaules de mon bras pour tenter de le rassembler. Tenir ou lâcher, je l'ai tenu. Le soin est passé par le toucher. À partir d'une séance où il a pu montrer une grande désorganisation, il veut sortir de la classe, crie, toute parole le persécute. Il finit par pouvoir poser une trace en faisant un dessin à l'image de sa désorganisation interne. Il a investi à ce moment-là l'espace de la classe comme contenant. Cette contenance est parfois recherchée en dehors du moment où il est censé être présent en classe. Il est ainsi venu à plusieurs reprises se mettre sous le bureau, le dos contre le mur. Alors c'est un moment où il n'était pas censé être là. Il ne bouge plus, la voix peut l'accompagner en douceur. Il parvient alors à se rassembler et quitte l'enveloppe du bureau. Une fois, ayant oublié ses affaires de balnéo, il s'est allongé devant la classe. C'est ainsi que je l'ai trouvé le matin en arrivant. Le mois-peau tactile est souvent refusé. C'est par l'instauration d'une enveloppe sonore qu'on peut entrer en contact avec l'enfant. Par la voix chantée, par la musique, par le renvoi en écho de leurs cris, fussent-ils perforants et perturbants, et de leur vocalisation. Pour Junior, la voix peut être effractante si elle est trop forte. En revanche, lui crie souvent, comme pour s'envelopper lui-même, se rassembler. Le transfert. Les impressions chaotiques et incompréhensibles qui envahissent le sujet sont reçues par le soignant qui en propose une figuration, une mise en forme au plus près des traces sensorielles. Transformer une matière brute en représentation. Bion a montré avec la fonction alpha l'extrême dépendance du nourrisson à la capacité de rêverie de la mère pour convertir et psychiser les impressions brutes. Nécessité pour le soignant de tolérer la confusion psychotique. Nécessité pour le soignant de contenir la violence des affects, la haine ressentie, les angoisses, les tensions que la confusion, le chaos et le non-sens suscitent. Harold Searles a expliqué que devant les besoins de dépendance du patient, l'angoisse du soignant peut se manifester par une compulsion à aider ou, à contrario, à décourager le patient d'exprimer ses besoins. Searles considère que durant la phase de symbiose thérapeutique, les symptômes du patient deviennent simultanément des objets transitionnels, tant pour le patient que pour le thérapeute. Searles et Winnicott pensent que le thérapeute a souvent recours aux interprétations de transfert pour se protéger de la relation symbiotique ou de la régression dans la dépendance. Donc, Marie et moi, les deux médecins du CATTP, on va vous parler de la haine dans le transfert. Alors, je sais bien que tout le monde est très fatigué là avant, mais on va essayer de vous réveiller un peu avec la question de la haine. Donc, on a intitulé notre présentation « Faire avec la haine » ou « Faire la haine ». Comme on dit « faire l'amour », il faudrait pouvoir dire « faire la haine ». C'est bon de faire la haine, ça repose, ça détend. Dans son roman Le Sagouin, François Mauriac laisse filer la haine avec une décontraction assumée. Alors me reviennent en tête des souvenirs de synthèse un peu dingues où très librement,
Nous évoquons les patients, leurs parents et immanquablement nos ressentis, haineux à leurs égards, mais aussi ce qui nous fait nous disputer à leurs propos. La scène vue d'un œil extérieur pourrait paraître complètement incongrue, voire non professionnelle. Le drama, le trait d'humour ou la férocité assumée est un peu notre marque de fabrique. Pourquoi un tel cirque ? Parce que c'est vrai, ça détend. Plus sérieusement, parce que ça parle d'un transfert, de la haine vagabonde, pouvant chez chacun exciter ou pétrifier, cliver, submerger, voire éreinter. La liberté d'expression dans ce cadre très précis des reprises d'équipe permet, à mon sens, d'essorer la haine subjective de chacun, à condition qu'elle circule dans l'élaboration collective afin de la rendre objective. Je cite : « Je crois que la tâche de l'analyste qui entreprend l'analyse de psychotiques est sérieusement alourdie par le phénomène de la haine dans le contre-transfert, et cette analyse de psychotiques devient impossible si la propre haine de l'analyste n'est pas extrêmement bien dégagée et consciente. » À bon entendeur salive, Winnicott va droit au but. Il n'y a pas de reconnaissance, s'il n'y a pas de reconnaissance objective de la part de l'analyste de la haine que génèrent les attaques incessantes des patients psychotiques ou antisociaux, il ne peut tout simplement pas leur venir en aide. Faut-il l'entendre comme une recommandation optionnelle ou comme un legs fondateur ? Pour ma part, je choisis le legs. Tant ici, à la cure institutionnelle, nous sommes au cœur du sujet. Ils sont dits explosifs à l'école, intenables en famille, collés parfois au signifiant handicap et accueillis ici au CATTP ou au groupe scolaire thérapeutique. Leur violence agit reflète le chaos de leur monde interne, un sentiment d'exister incertain au regard d'expériences précoces tourmentées. Dans le lien sur le fil, toujours prêt à se rompre, ils nous font vivre toutes les inflexions paradoxales de l'amour impitoyable. Il leur faut vérifier la solidité d'en face. Pas celle qui pourrait en découdre, non. Celle qui apaise avec fermeté, sans rétorsion. Quant à leur opposition, celle qui voudrait nous tenir à distance, elle renvoie pour certains enfants à leur monde interne où, en un seul tenant, coïncident l'amour et la haine vécus dans le transfert. Winnicott nous rappelle sa conviction profonde que l'analyste aussi est seulement capable d'une relation brute et dangereuse où coïncident la haine et l'amour. Éprouver l'ambivalence maturante de sa sentimentalité dans son rapport aux autres, dénué de la radicalité de l'objet total et des risques de ses représailles, est au centre du processus thérapeutique transférentiel. En attendant, le quotidien institutionnel s'opère selon les ritournelles du moment. Comment tenir sans lâcher, vous en avez eu un exemple, contenir sans toucher, dire sans hurler, sanctionner sans sévir, survivre sans s'épuiser. Bref, faire de la destructivité des enfants, comme de leurs besoins de régression, une clinique du transfert au-delà de l'impitoyable vécu. Il existe une énorme différence entre les patients qui ont eu des expériences précoces satisfaisantes et ceux dont les expériences très précoces ont été déficientes ou distordues. Pour ces derniers, c'est souvent l'analyste et l'institution analytique qui sont les premiers dans la vie du malade à lui fournir des éléments d'environnement essentiels. Winnicott remarque que certains patients recherchent la haine objective de l'analyste. Si le patient peut atteindre cette haine justifiée, il aura le sentiment que l'amour objectif peut être à sa portée. Winnicott et sa femme accueillirent chez eux pendant 3 mois un jeune vagabond de 9 ans qui ne cessait de fuir les foyers. Il avait fui sa maison à l'âge de 6 ans. Winnicott comprit que la fugue lui permettait inconsciemment de sauvegarder l'intérieur de son foyer et de préserver sa mère de ses attaques. C'était aussi une manière de fuir son monde intérieur plein de persécuteurs. Winnicott et sa femme vécurent 3 mois d'enfer. Dans un premier temps, ils laissèrent à l'enfant une liberté totale et allèrent le récupérer après chaque escapade. Le symptôme de fugue,
disparut et les pires épisodes se produisirent à l'intérieur de la maison. Pendant les crises, Winnicott a su toute sa haine, la formuler à l'enfant, ce qui lui a permis de ne pas être violent avec lui. Il le mettait, sans colère, sans blâme, devant la porte d'entrée. L'enfant savait qu'il serait accueilli sans représailles dès son coup de sonnette. Winnicott insiste. La verbalisation du sentiment de haine lui a permis de tolérer la situation sans éclater, sans se mettre en colère et sans le tuer à tout moment. Un récit exemplaire montrant l'effet de rencontre de la haine objective secondarisée de Winnicott avec la haine primaire de l'enfant, permettant d'accéder dans le transfert à une liaison symbolique de la pulsion destructrice de répétition. Winnicott émet l'hypothèse que la mère est son petit enfant avant que l'enfant ne puisse la haïr et avant qu'il puisse savoir que sa mère le hait. Et il ajoute, comme une pincée de sel, la mère doit tolérer de haïr cet enfant sans rien y faire. Si par crainte de ce qu'elle peut faire, elle ne peut pas le haïr comme il convient quand il lui fait mal, elle aura recours au masochisme. La jouissance du masochisme comme dérivation de la haine est un risque certain aussi en institution. L'analyse institutionnelle est ce qui permet de parler de psychothérapie institutionnelle. Nous devons nous astreindre à secouer le transfert envers nos patients, à savoir repérer et analyser les moments de haine naturelle qui jaillissent envers l'enfant psychotique, ainsi qu'envers les autres soignants avec qui nous partageons cet enfant. Ce qui nous amène rapidement au mouvement de haine entre les soignants et les parents. Il s'agit de travailler avec délicatesse, à la fois sur l'action mortifère précoce d'un parent, mais également sur le souhait de mort secondaire venant d'un parent que son enfant blesse et fait souffrir. La verbalisation de ce souhait reste le plus sûr moyen d'éviter les actes manqués, les périodes dépressives, les acting out et les passages à l'acte. Ce travail peut être fait par une équipe qui a pris conscience de sa propre haine pour l'enfant qu'elle soigne et qui a confiance en son action thérapeutique. Andrea est l'enfant unique d'un couple que tout sépare. Elle est jeune, il est âgé, il aime l'Italie, elle aime la Bretagne, elle est très rigide, il aime être souple. Leur couple s'est constitué autour de leur enfant, Andrea, sur un ciment de haine qui ne se nomme pas. C'est la psychose infantile d'Andrea qui les amènera à rencontrer des psychiatres et d'autres soignants, et c'est le coronavirus qui viendra révéler la haine meurtrière qui les anime. Avant l'arrivée du coronavirus, Andrea, grâce à des soins institutionnels intensifs, commençait à sortir de sa psychose. Le coronavirus l'a confinée avec sa famille, avec ses parents, les a confinés donc tous les trois, totalement et irrémédiablement. Aucune sortie, désinfection pendant 3 jours de tous les éléments venant de l'extérieur. Chacun était habité par la conviction constante de tuer l'autre. Au bout d'1 an de ce régime, Andrea a construit un délire paranoïaque qui l'empêche de vivre. Pour Andrea, nous, les soignants, cherchons tous à tuer ses parents. La haine qui n'a pu être parlée a trouvé son chemin. À partir de cette vignette clinique, pourrait-on imaginer une mise en abîme avec ce qui s'est passé au sein des institutions de soins au temps inédit de la pandémie? Au sein de notre service, en mars 2020, je dirais que le coronavirus a mis à nu des mouvements de haine sans doute jusqu'alors neutralisés par le faire avec la haine des familles qui nous occupe d'ordinaire grandement. Mais ce faire avec au temps de la pandémie confinée s'est volatilisé au motif d'un ennemi total et planétaire. Pire encore, certains parents avaient le souci de nous soignants
embarquant le transfert dans une expérience d'altérité et d'empathie impossible encore quelques jours avant. S'en est suivi un déchaînement de haine interéquipe assez détonnant au sein du service. Certains étaient jugés d'omnipotents et de dangereux pour les autres, de ne pas respecter à ce point les recommandations nationales du confinement. D'autres désignés de serviles et de planqués à rester chez eux sans se soucier de la continuité des soins, voire pire, de mettre en péril l'institution réelle en acceptant le télétravail promu par les agences régionales de santé. Faire la haine à ciel ouvert était devenu notre symptôme institutionnel. Mais sans doute aussi, ça parlait du versant saillant du mortifère, expansif chez chacun, et qu'il fallut travailler dans l'après-coup avec l'aide de psychanalystes extérieurs au service. Il s'agissait alors d'abaisser les clivages et les destins inappropriés de la rivalité fratricide, voire de la horde. La haine est une passion du sujet qui vise la destruction de son objet et l'institution n'y échappe pas. Pour Freud, cette haine s'origine dans la relation primordiale du sujet aux objets réels. Le sujet et les objets qui sont pour lui source de déplaisir, objets dont le sujet ne maîtrise ni l'absence ni la présence. Pour Mélanie Klein, la haine et l'amour sont ressentis dans une égale mesure dès l'origine par l'enfant qui éprouve selon la satisfaction de ses besoins ou l'un ou l'autre. Freud distingue cette haine primordiale de la haine que l'on retrouve dans la rivalité oedipienne. La haine du père est à l'origine de la loi symbolique de l'interdit. Freud élabore le mythe du père de la horde primitive, assassiné par ses fils. La haine ressentie envers le père et le meurtre amène une culpabilité civilisatrice qui donne naissance au lien social. Le destin psychique du sujet dépendra de la manière dont il traversera cette période. Freud considère que la méchanceté, la tendance à la destruction et à la cruauté viennent de la haine primordiale. Il nous revient donc de discerner les racines transférentielles de la haine agissante dans la clinique comme dans la vie institutionnelle, extériorité comprise. Pour conclure, à la question « Qu'est-ce que la santé psychique ?», Patrick Guillaumard répond « Je pense très profondément que la capacité à supporter sa propre haine fait partie de la santé psychique et sa propre intolérance, et que c'est une force extraordinaire de savoir que quelque chose d'aussi négatif en apparence que la haine, nous en avons chacun notre part. Ce n'est pas la peine de la projeter sur les autres, comme s'il n'y avait que les autres qui étaient haineux, et qu'une vie et un désir qui inscrit la part de haine et d'intolérance et de violence que nous avons en chacun de nous-mêmes, ça fait partie de la santé psychique, considérablement, très durablement. Je vous remercie. Un très bref commentaire de ce que mes collègues viennent de nous dire. Tosquelles, souvent, il demandait, il posait la question, qu'est-ce que la psychothérapie institutionnelle? Et lui était toujours embêté pour répondre, en disant, parce qu'elle n'existe pas, elle est en mouvement. C'est en mouvement. Quand elle se met en mouvement, elle apparaît. Et ces mouvements-là, un peu en lien avec ce que l'équipe d'avant a dit, et il n'est jamais permanent. C'est dans le quotidien, c'est dans l'entretien. C'est intéressant la question de la haine, parce qu'elle nous amène directement à la question de l'accueil. Je pense que vous tous, vous avez parlé de l'accueil dans Jeune le matin, où il a engagé la question du corps, le corps ou la parole, tenir ou lâcher. La question de l'accueil dans une salle de classe, même quand l'enfant ne doit pas aller dans cette salle de classe, un balnéo, il est accueilli en salle de classe. Encore une fois, vous disiez tenir ou lâcher, et parfois lâcher pour contenir. Cette question. Il y a eu cette autre question de faire la haine. Moi, faire la haine, c'est pour moi c'est en lien direct avec la question de la haine primordiale dont tu nous parlais. Mais c'est surtout comment accueillir la haine et faire avec. Mais faire avec, ça veut dire la lier. Elle est déliée. Comment on peut la lier? La lier à l'amour,
à l'ignorance et à l'ambivalence qui va avec ces liaisons de haine et amour, et la question de la plusieurs. C'est autant avec les accueillants qu'avec les accueillis. C'est difficile d'accueillir la haine, c'est pas plus facile d'accueillir l'amour. Ça, on est nombreux pour le savoir. Donc, là, l'important, c'est ce mouvement-là apparaît quotidiennement dans la question de l'accueil du matin, l'accueil du soir pour se séparer, l'accueil en classe, l'accueil en psychothérapie, on en a parlé tout à l'heure, l'accueil en psychomotricité. Et si on n'accueille pas cette haine primordiale, et on essaye de faire avec dans le sens de l'allier à plusieurs, j'insiste, avec l'amour, avec l'ignorance, avec l'ambivalence, on sait bien que le danger, c'est que cette haine primordiale nous enferme dans le masochisme et la projection. On a beaucoup parlé de clivage ce matin, et le masochisme, on sait à quel point, nos collègues parlaient pas mal de la jouissance, c'est un type de jouissance qui est très, très difficile, parce qu'on souffre, donc on souffre. Et donc l'accueil, accueillir la haine, oui, faire avec, c'est l'allier, et c'est le seul moyen, et l'unique moyen de que la haine n'assèche pas l'accueil en le rendant une simple procédure d'admission. Il y a beaucoup des lieux où l'accueil est toujours référé à une procédure d'admission. Donc il n'y a rien de plus de non-accueil et plus de haine primordiale que réduire l'accueil vraiment à la procédure d'admission. Voilà ce que je voulais vous dire. Voilà. Bon, y a-t-il des questions? Oui, c'est ça, Christine. Alors, institution analytique, comment se présente la psychanalyse en acte dans le soin psychique, dans votre institution? Moi, tu sais, je te réponds toujours la même chose, Christine. C'est un vieux débat. C'est facile, en fait. Non, mais je vais donner ma réponse. Donc moi, Oury, il a dit « je suis psychiatre, donc psychanalyste ». Donc je sais que ça t'énerve beaucoup, ma réponse. Mais je continue à dire « je suis psychiatre, donc psychanalyste ». Et la psychanalyse chez nous, c'est la psychothérapie institutionnelle. Parce que c'est comme ça que Oury le disait, en fait. C'était une boutade pour dire qu'il faisait de la psychothérapie institutionnelle et que ce n'était pas un analyse sur son divan, voilà, avec son divan. C'était, voilà, donc, voilà. Mais les autres peuvent répondre parce qu'ils n'ont pas l'habitude de te répondre. Je dirais que c'est justement dans tous ces temps qu'on prend pour analyser le transfert. Et donc, il y a des reprises après chaque demi-journée. On est aussi, comme je disais, en lien avec des psychanalystes extérieurs qui viennent nous aider et qui sont... on a des temps de formation où vraiment on reprend des éléments de notre clinique, au plus près de nos ressentis. Voilà. Moi, je dirais que c'est quand même... Oui, c'est important parce qu'effectivement... après chaque temps d'accueil des enfants, on a un temps de reprise avec l'ensemble des soignants présents sur la journée ou la demi-journée. Et c'est très important, effectivement, actuellement et politiquement, parce que c'est un temps sans enfants qu'il faut constamment justifier. Donc jusqu'à présent, merci, on réussit à Sainte-Anne à travailler comme ça.
Oui, merci beaucoup de votre intervention. La difficulté que j'ai avec la haine en institution, c'est parce que ça échappe très souvent, ou plus facilement, à cette idée que la haine, c'est parce que c'est lui et parce que c'est moi. Hein, ça devient très vite, je le déteste parce qu'il est détestable. Comment vous prenez soin de ça? On me demande de présenter, je suis Carlos Parada de l'EMP de Fontenay. Alors, c'est Carlos s'est présenté. Alors, justement, je pense que notre intervention va dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'effectivement, à partir du moment où on se dit, on s'agrippe, on se dit c'est parce que c'est lui ou c'est parce que c'est moi, là, c'est une haine brute qui n'est pas travaillée. Et donc, il faut absolument la faire circuler dans le transfert et donc prendre assez de recul, d'où l'intérêt de travailler avec d'autres personnes pour se rendre compte que c'est pas parce que c'est telle personne, c'est exactement la même chose que ce matin. C'est si on a un point de vue sur un patient et que le voisin a un point de vue totalement opposé, chaque point de vue est juste transférentiellement. C'est pas parce qu'il y en a un qui sait exactement, je sais plus qui, c'est toi qui dis ça, Jean-Michel. Il y en a pas un qui s'est trompé. C'est Pierre qui disait ça, Pierre de Lyon. Il n'y en a pas un qui s'est trompé, il n'y en a pas un qui dit... Donc tout ça, il faut, quand on a un mouvement de haine envers un patient, envers des familles, envers des soignants, il faut avoir la confiance nécessaire de pouvoir le formuler, exactement ce que disait Pierre, j'ai envie de lui casser la gueule, ou bien je le hais, ou il est moche, ou enfin voilà, moche, parce que c'est comme les enfants. Les enfants, ils vous disent « t'es moche » quand ils vous aiment pas. Bon, ben nous aussi, on a des mouvements comme ça, on les trouve moches, puis après on les trouve beaux. Et en fait, c'est de pouvoir, on est obligé de travailler en équipe pour pouvoir se parler de ça et se rendre compte que c'est pas lié à c'est parce que c'est moi et c'est parce que lui, il est vraiment moche. Non, il n'est pas vraiment moche. Il est moche transférentiellement à ce moment-là. Et de pouvoir le travailler avec les autres. Et nous, je crois que cette intervention, on est parti de ce sujet-là actuellement, parce qu'effectivement, ces 2 années de coronavirus et de confinement ont vraiment mis en lumière, c'est-à-dire ont déchaîné des mouvements de haine très palpables, donc on ne pouvait même pas masquer, au sein de l'institution et entre les soignants. Parce que les patients, en fait, comme on a pris soin d'eux, comme nous, on n'a jamais arrêté de les soigner pendant cette période de confinement, alors là, je peux vous dire, ils nous ont trouvés formidables. Les mouvements, ils ne nous trouvaient pas nuls, chiants, ils étaient ravis de nous voir. Puis ils avaient envie qu'on aille bien. Donc cette haine entre les patients et nous, ce qui nous arrive d'habitude, ce qui est notre quotidien, avec lequel on travaille tout le temps, là, vraiment, était complètement mis en veilleuse. Mais alors ça s'est déchaîné entre nous, entre soignants. Donc maintenant, je peux en parler assez tranquillement, puisqu'on travaille toujours ensemble, personne n'a quitté le service, et on travaille en bonne entente, et on n'est pas fâchés. Et voilà, mais on a été obligé de mettre ça vraiment au boulot aussi entre nous. Et alors, juste pour compléter, Carlos, il y a la question clinique et la question institutionnelle de la haine. Je pense qu'il faut trouver un équilibre subtil entre avoir une illusion dans chaque unité qu'on est les meilleurs, qu'on sait tout faire et que l'autre est forcément peut-être un objet de haine. Et à la fois, ce qui est intéressant dans l'architecture, en tout cas institutionnelle à Sainte-Anne, c'est qu'on est tous dans d'autres unités. Donc ça permet aussi de ne pas avoir un mariage unique ou un transfert institutionnel unique, mais c'est une vraie constellation aussi institutionnelle, parce qu'on est tous sur d'autres unités du service, en plus de la cure. Enfin, pas tous, mais presque tous. Mais toi, c'est l'éducation nationale, ton autre institution. C'est juste un commentaire. Merci beaucoup aussi pour cette intervention formidable. Donc Marie disait je suis pédopsychiatre, donc je suis psychanalyste. C'est horrible, hein, c'est pas moi, au secours. Il ne faut pas dire que c'est moi. Hein. Non mais vous avez repris ça quand même un peu pour vous, j'ai l'impression. Bon. Ce qui est vraiment intéressant aujourd'hui, enfin on verra cet après-midi, mais déjà ce matin, ce qui est vraiment très intéressant, c'est de voir que tous ces dispositifs justement interrogent la psychanalyse dans ses possibilités d'avenir. C'est-à-dire, est-ce que la psychanalyse va rester focalisée sur le couple sujet-objet
qui correspond à la névrose, on le cite encore, bien qu'il soit parti, la névrose occidentale poids moyen. Et elle a commencé par ça, elle s'est interrogée là-dessus, théorie des pulsions, théorie de la relation d'objet, on reste très centré là-dessus, sujet, objet dans les deux sens, Mélanie Klein, ça dialectiste, tout ça. Mais là, aujourd'hui, avec le bébé et les pathologies archaïques, et avec le travail institutionnel, on est confronté à un en deçà du sujet-objet et à un au-delà du sujet-objet qui doit absolument inclure les enveloppes et la circulation et les processus en mouvement dans le groupe. Ça, c'est vraiment, enfin, je veux dire, si les gens comprennent pas qu'il y a une modernité épistémologique incroyable, là, je sais pas dans quelle langue le dire, quand même. Hein. Il me semble qu'il est important de se rappeler que Bion nous a appris l'oscillation, la position d'oscillation. Et je crois que c'est fondamental que nous puissions, dans les équipes, dire oui, aujourd'hui on est dans la haine, attendons peut-être demain ou après-demain, ça va changer. C'est-à-dire cette idée qu'il y a oscillation, qu'on n'est pas dans une position figée, et il me semble que c'est l'élément dynamique sur lequel, en tout cas, nous pouvons nous arrêter. Merci. Oui, mais moi je pense que ça ne change pas son travail. C'est-à-dire qu'on est tout le temps obligé de se mettre au travail sur ces questions-là. Ça ne se fait pas naturellement. Moi, j'aurais envie de vous proposer la chose suivante. Pas de réunion d'équipe ou de constellation transférentielle où on n'aborde pas ces questions-là. C'est-à-dire, on pourrait commencer une réunion en disant aujourd'hui, comment va la haine, hein. C'est mieux de commencer par aujourd'hui, comment va la haine, plutôt que comment va l'amour. Hein. C'est moins dangereux, la haine, je pense. Hein. Bon. C'est une proposition qui passe là, oui. Pas d'autres questions? Ah si, voilà la dernière question. Très bien. Là-bas, tout en haut à gauche, avec le masque, je vois pas qui c'est, et sans mes lunettes aussi. Ah bah oui. Ah ben c'est Lauriane, effectivement. Ah d'accord. Bonjour, Lauriane Bellassène, je suis psychiatre, je travaille dans un hôpital de jour pour adolescents autistes. Par rapport à cette question de la haine, ça me questionne un peu ce que vous avez dit dans le lien avec les familles, avec les parents. Je pense qu'on ne partage pas exactement la même expérience, après peut-être qu'on ne reçoit pas les mêmes patients non plus. En tout cas, est-ce que réellement tous les parents d'enfants différents ressentent des envies de meurtre à leur égard? Moi, je ne crois pas. Et je pense que ces parents-là, en fait, je pense à la question de l'interprétation sauvage. Et notamment à l'article de Searles, L'effort pour rendre l'autre fou. Il parle de comment on peut rendre fou les gens avec des interprétations sauvages. Et aussi... Si on présuppose qu'il y aura chez les parents, qu'il y a eu forcément, un peu comme un présupposé, qu'il y a eu forcément de leur côté une non-acceptation de leur enfant tel qu'il est, et une envie de la mort de cet enfant, je crois qu'on va se planter, parce que c'est pas forcément ça qui se passe. Nous, en tout cas, la majorité des parents qu'on reçoit, en fait, au final, on se rend compte qu'ils ont tout à fait pris leur enfant tel qu'il était depuis le début, et qu'ils ont fait avec. Et que par contre, comme quand même il y a un préjugé social envers la psychanalyse hyper massif actuellement, enfin voilà, c'est sur la question de l'interprétation sauvage, je voulais vous demander comment vous faisiez. Donc justement, je suis tout à fait d'accord. Quand on parle de haine, on ne parle pas du tout de souhait de la mort de son enfant, hein, justement. La haine, c'est insidieux, souvent c'est pas formulé, c'est pas ressenti, c'est là. Et donc moi, c'est pour ça que j'adore le texte de Winnicott, où relisez-le, c'est dans La haine contre autrui. Il met point par point pourquoi une mère d'emblée hait son enfant, mais toute mère. C'est-à-dire, nous avons toutes haï nos enfants d'emblée.
parce qu'il t'empêche de faire ci, parce qu'il te tire sur le sein, parce que bon, il fait toute une liste c'est très drôle, c'est très jubilatoire. C'est 10 points de pourquoi d'emblée on a tous détesté notre enfant, sans s'en rendre compte, sans se le formuler. C'est justement notre job de psy, c'est on va pas dire ça aux mères qui arrivent avec leur bébé. Bien sûr, non, évidemment, ça serait de l'interprétation sauvage et stupide. Mais nous, on a besoin d'avoir travaillé ces questions parce qu'elles rejaillissent d'autant plus avec nos enfants qui sont dans des problématiques archaïques. Mais ça, c'est un vécu de chaque mère. Après, on peut dire chaque père aussi. Là, c'est mère au sens de personnes qui s'occupent de l'enfant. Et donc, c'est ça qui est tout à fait passionnant. Nous, on a travaillé ces questions au plus près et pas aller balancer aux parents, vous détestez votre môme, vous avez envie de le tuer. Quand on est capable de faire ça, déjà, quand on est capable de dire ça, on est déjà dépassé beaucoup de choses. Nous, ça se traduit effectivement... comment ça se traduit ? Ça se traduit... un truc un peu spectaculaire. Une mère, il est vendredi soir, il est 19h45. Une mère arrive avec son fils de 7 ans et puis le laisse dans la salle d'attente de Sainte-Anne. Elle dit « je vous le laisse en fait ». Voilà. Donc il est 19h45, je vous le laisse. Bon, on n'a pas de lieu d'hospitalisation, on n'a pas de cueil de nuit. On a fait une consultation avec cette mère qui n'en pouvait plus de ce môme à ce moment-là, qui était un enfant très psychotique dont on s'occupait à deux demi-journées par semaine au CATTP. Et comment on a travaillé, cette mère, je l'ai reçue une fois par semaine en thérapie. Bon, pas une thérapie, on n'a pas appelé ça une thérapie. Je l'ai reçue toutes les semaines pendant 2 ans. Et au bout de 2 ans, elle m'a dit, donc je ne lui ai pas balancé qu'elle détestait son enfant, mais au bout de 2 ans, elle m'a dit, c'est à cause de cet enfant que ma mère est morte. Des choses comme ça. Donc ça, évidemment, c'est des petits raccourcis d'intervention. On essaie d'élaborer, de conceptualiser un travail qui se joue ces 2 ans, 1 séance par semaine, avec une mère d'un enfant psychotique qui a accueilli 2 demi-journées par semaine à Sainte-Anne, qu'on a suivi d'ailleurs pendant 7-8 ans, et qui, au bout de 2 ans de 1 séance par semaine, arrive à formuler qu'en fait, elle a toujours pensé que sa mère était morte à cause de son fils, parce qu'elle avait dû l'appeler précipitamment et qu'elle était tombée dans les escaliers, à cause de son fils qui était malade. Bon, mais ça s'est formulé au bout de 2 ans. Et cette mère, comment ça se passait avant ? C'est qu'on s'occupait toutes les deux de son enfant, et donc elle arrivait dans la salle d'attente, dès qu'elle arrivait les 2 fois par semaine, elle disait « Ah, les dingologues sont là !» Donc, elle nous a appelés les dingologues pendant des années devant tous nos patients, devant toutes nos familles. Et on a dit « Oui, bonjour, on est là ». Donc, c'est ça la haine pour moi. C'est pas du tout... c'est pas dire que les mères de psychotiques ont envie de tuer leurs enfants. C'est que toute mère a eu ces sentiments qu'elle ne sait absolument pas formuler, mais que nous, avec le travail qu'on fait, on est obligé de travailler ces questions et de se le formuler, nous, de l'avoir en tête pour pouvoir le travailler sans évidemment faire des interprétations sauvages. Alors oui, je vois bien la situation dont parle Marie. Alors c'est vrai que c'est une mère qui s'est déchaînée contre moi. Moi, j'étais le médecin consultant. Donc là, la haine était palpable envers moi. Elle m'a fait ressentir aussi énormément de haine. Mais je pense que ce qui était intéressant, c'est que je puisse le travailler avec le CATTP, qu'on puisse en parler ensemble de façon presque psychodramatique, on va dire, loin du regard des familles, et que cette maman que je croise dans le quartier maintenant, alors que son fils a 17 ans, mais elle m'adore. Enfin, elle me dit, docteur Deloche, comment ça va ? Mon fils va tellement bien. Enfin, c'est ça qui est très bizarre, c'est-à-dire que évidemment que c'est... Enfin, elle m'adore. Il n'y a pas de représailles réciproques de ce qui s'est passé au sein, j'ai envie de dire, de la passion clinique. Voilà, je crois qu'il faut qu'on se dise qu'on fait un métier passionnant, mais passionnel aussi. Et qu'évidemment que circulent des sentiments complexes, mais surtout totaux. Et après, on fait avec.